Donc, bonjour tout le monde. Maintenant qu'on est tous bien là, merci premièrement de votre patience. En fait, mon nom est Marie-Michel Crevier. Je suis la responsable des communications de la municipalité. Et ce soir, je vais agir à titre de maître de cérémonie pour cette seconde rencontre virtuelle d'information sur le projet domiciliaire des plateaux du Ruisseau. Alors, en premier lieu, je vais vous rappeler la étiquette d'usage lors de toutes les rencontres en visioconférence qu'on fait à la municipalité, c'est-à-dire que la présente rencontre est enregistrée. De plus, un langage courtois et soigné doit être observé par tous les participants et les panélistes en tout temps. Aucun juron ne sera toléré. Et en fait, les panélistes ont le contrôle des micros, des spectateurs. Et donc, si une personne contrevenait à ces règles, on se réserve le droit de couper le micro de la personne si au besoin. Donc, avant de débuter la rencontre, je vais vous expliquer rapidement le déroulement. En premier lieu, le maire va vous parler. Ensuite, on va avoir nos experts conseils qui sont là pour apporter certaines précisions concernant les points qui ont été soulevés lors de la première rencontre du 28 janvier. Donc, c'est la raison de leur présence. On va vous les présenter plus exhaustivement un peu plus tard. Et ensuite, le maire reprendra la parole pour les orientations du conseil municipal. Puis ensuite, à la toute fin, se déroulera la période de questions. Et pour cette période de questions, en fait, je vous expliquerai là, juste avant le moment là, comment on procédera pour la période de questions. On est quand même plusieurs personnes, donc on va essayer de répondre aux questions de tous lorsqu'on y sera rendu. Alors, pour l'instant, je vais partager, en fait, je vais céder la parole au maire et par la suite, je partagerai mon écran pour la présentation. Donc, M. Proulx. Bien, merci beaucoup, Marie-Michel. Bien, merci à tout le monde d'être avec nous ce soir pour cette deuxième soirée d'information. Comme Marie-Michel le disait tantôt, le 28 janvier dernier, c'était un engagement de notre part de faire une deuxième soirée d'information parce que, cette soirée-là, beaucoup de questions sans réponse ou du moins sans réponse claire. Fait que ce soir, on va pouvoir répondre à tous ces questionnements-là. Fait que, est-ce que, Marie-Michel, je te recède la parole puis je vous reviens tantôt. Donc, en premier lieu, en fait, je demanderais, les élus qui sont avec nous, vous pourriez peut-être vous présenter comme vous le faites normalement. Alors, Région Bertin, district numéro 1 de la baie. Marie-Jose Arquetto, district numéro 2 des Sables. Votre micro, M. Thorne. Michel Thorne, district numéro 3 des Coteaux. Alexandre Dussault, district de la Vallée, numéro 4. Alexandra Lauzon, district numéro 5 du Berceau. Merci. Donc, on a l'attachée Mme Damour qui est en ligne avec nous, mais Mme Damour sera peut-être présente un peu plus tard. Donc, si elle est là, on vous la mettra en ligne avec nous. Parmi les fonctionnaires municipaux, je vais laisser vous présenter. Stéphane et Francis. Francis Daigneault, directeur des services techniques et de l'urbanisme. Bonsoir tout le monde, Stéphane Giguère, directeur général. Ensuite, on a M. Cadrin. Moi, je ne pense pas qu'il s'attendait d'avoir la parole, là, M. Cadrin, qui est avec nous ce soir, Maître Cadrin. Bon. Ensuite, on a Mme Marie-Pierre Laliberté, une ingénieure qui a fait une étude d'impact sur la circulation. Si elle peut juste se saluer. Bonjour. Merci. Ensuite, on a... Maître Cadrin vous salue au passage. Je m'excuse, j'ai eu de la misère avec mon bouton à rallumer le micro. On va pas Maître Cadrin. Intervenir au besoin, ne vous en faites pas. Parfait, merci. Merci. Donc, on a M. Steve Davidson de la firme BPA. Bonjour tout le monde. Je suis consultant en acoustique et insonorisation. J'ai fait une petite étude de bruit, d'impact de bruit pour ce projet-là. Et finalement, en fait, M. Maxime Asselin de la firme BSA. Bonjour, Julien Civil. Je vais vous expliquer le projet de ce soir. Voilà.
Et ensuite, on a M. André Goulet de l'Institut des territoires. Bonsoir tout le monde. Mon nom est André Goulet. Je suis de l'Institut des territoires, qui est un organisme de conservation. Donc, je vais vous rencontrer à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur le maire, je pense qu'on a déjà, Ouais. Donc, confirmé l'objectif. Exactement. Donc, ce soir, bon, l'objectif de la rencontre, c'est de revenir sur certains éléments amorcés lors des discussions du 28 janvier, en présence d'experts conseils, ceux qu'on vient de voir qui nous ont été présentés, et de confirmer les orientations du conseil municipal quant au développement et aux opportunités écologiques propres à ce milieu. Donc, ici, on vient, parce qu'il y a sûrement des gens qui sont avec nous ce soir qui n'y étaient peut-être pas lors de la soirée du 28 janvier dernier. Donc, ça, c'est le plan d'aménagement qui a été adopté en 2016. Et puis, c'est suite à la consultation publique qu'il y avait eu le 16 mai 2016. En gros, là, on voit le projet de la Terre au complet, plateau 1, plateau 2 et plateau 3. Donc, c'est surtout là, par rapport au plateau 3 qu'on est là ce soir, mais c'est le plan d'aménagement qui a été adopté en 2016. Donc, lors, encore une fois, là, de la rencontre du 28, bon, il y a eu des discussions là, sur la circulation locale, beaucoup de questionnements à ce niveau-là, sur le bruit, sur la gestion des eaux de ruissellement, ainsi que les bassins de rétention et sur l'environnement. C'est pour ça que ce soir, on a des spécialistes pour répondre à ça. Donc, merci beaucoup, M. Proulx. En fait, pour commencer, avec nos experts conseils qui sont avec nous ce soir, je vais céder la parole à Mme Laliberté de la firme IGF Axiom. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sommaire de l'étude d'impact qui a été réalisée pour le quartier au niveau de la circulation routière. Afin de pouvoir connaître l'impact du nouveau projet, il faut d'abord s'intéresser à la situation actuelle pour pouvoir faire une bonne comparaison. Bien sûr, on s'intéresse au nombre de déplacements qui sont engendrés, mais aussi aux possibilités de trajets disponibles dans le quartier. On voit ici sur l'image les différents trajets principaux entre le futur projet et le réseau routier supérieur. On voit ici qu'il y a 3 possibilités pour accéder au chemin principal et à la 640 et 2 possibilités pour accéder à la route 344. Dans ce secteur, on a aussi compté qu'il y avait 846 unités d'habitation. C'est avec ce chiffre-là de base que nous, on a généré différents schémas de répartition du trafic qu'on va pouvoir voir aux diapositives suivantes. Je tiens aussi à mentionner que tous les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui sont des données hors COVID. Donc, il faut considérer qu'actuellement, les chiffres seraient encore plus bas, mais nous, on préfère faire notre étude sur les chiffres habituels. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, avec les 846 unités d'habitation, le secteur à l'étude génère actuellement environ 7 650 déplacements par jour. Un déplacement, c'est un véhicule qui circule vers une destination ou qui revient vers le domicile. Par exemple, un résident qui va à son travail et qui revient ensuite à la maison, ça compte pour 2 déplacements. Dans notre étude, on a partagé ces 7 650 déplacements par jour en 3 secteurs. On voit ici dans le tableau la proportion des déplacements qui ont lieu pendant les heures de pointe pour chacun des secteurs. Parce que dans le fond, l'heure de pointe, c'est là qu'il y a les déplacements les plus critiques. Le secteur qui nous intéresse en particulier pour le projet, c'est le secteur A, le secteur en vert, avec un total de 197 véhicules le matin, autant entrant que sortant, et 263 véhicules à l'heure de pointe du soir. On se souvient que ça, c'est la situation actuelle. Si on passe à la diapositive suivante, on voit ici dans le tableau à la 3e ligne les 7 650 déplacements par jour pour la situation actuelle avec le nombre de véhicules associés aux heures de pointe du matin et du soir. Si on rajoute les 45 unités d'habitation du nouveau déplacement, du nouveau développement, on voit dans l'encadré bleu que le nouveau quartier va générer environ 300 déplacements par jour de plus, ce qui représente un peu moins de 4 % des déplacements du quartier au complet. Quand je parle du quartier, dans le fond, ça va du chemin principal à la 344, c'est tout au complet. Ensuite, sur ce même tableau-là, on voit aussi que le nouveau projet va générer 21 véhicules à l'heure de pointe du matin
et 26 véhicules à l'heure de pointe du soir. Et ça, c'est tout via la rue Caron, dans le fond. On peut passer à la diapositive suivante. On va décortiquer encore plus les véhicules aux heures de pointe qui sont associés au nouveau développement. On voit ici dans le tableau qu'il y aurait 4 véhicules entrant le matin et 16 véhicules en sortant. Et ça correspond à environ un véhicule qui passerait à toutes les 2 minutes et demie sur la rue Caron, en plus de ce qu'il y a actuellement. À l'heure de pointe du soir, c'est 26 véhicules qui sont générés par le nouveau développement. Et ça correspond à un véhicule à toutes les 2 minutes. Ces valeurs-là, sont des valeurs pour une journée ouvrable de semaine normale. La fin de semaine, il faut considérer que ces valeurs-là seraient inférieures et aussi plus réparties dans la journée parce que dans le fond, il n'y a pas réellement d'heure de pointe. Encore une fois, c'est des chiffres hors COVID, donc on peut considérer que ça serait encore plus faible actuellement. Aussi, si on se souvient de la première diapositive avec les différents trajets, on voit que les 21 véhicules de plus le matin et les 26 le soir seraient répartis à travers les différentes possibilités de trajet. Donc, l'impact des nouveaux véhicules va nécessairement être dissipé au travers de l'ensemble du quartier et non concentré sur un seul trajet. En conclusion, le projet résidentiel ne présente pas d'enjeu de circulation ou de sécurité routière particulier. Le faible nombre de déplacements qui va être généré de plus représente juste un faible pourcentage d'augmentation par rapport au nombre de véhicules qui circulent déjà dans le quartier. Comme il n'y a pas d'impact au niveau de la sécurité ou même de la vitesse qui est déjà réduite à 30 km/h dans le quartier, nous, on considère qu'il n'est pas requis de prendre des mesures additionnelles par rapport à ce nouveau projet domiciliaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour notre prochain intervenant, je vais céder la parole à M. Steve Davidson, donc un ingénieur acoustique et sonorisation. Alors, bonjour tout le monde. Alors, si on regarde les diapositives qui est là, on a fait une petite erreur. La zone 1 et le plateau 3 dans les autres disciplines. Donc, mais la zone 1 qui est illustrée ici est la zone qui nous concerne essentiellement pour cette étude-là. Nous, ce qu'on a fait avec une modélisation en utilisant un logiciel de simulation acoustique Cadenas, on a simulé la topographie du site et les débits journaliers de véhicules sur la 640 pour obtenir un peu le résiduel avec et sans les projets domiciliaires qui sont proposés. Donc, si on va à l'autre petite diapositive. Alors, on voit qu'essentiellement, d'après les résultats de nos analyses, pour niveau de bruit en bordure de l'autoroute, donc on voit que dans les points 1 et 2, là, on n'a pas tout mis le rapport sur le projet, mais en proximité de la 640, on voit qu'on a des niveaux de bruit de 75 dB à proximité. Et un dB, en fait, un dBA, soit dit en passant, c'est une unité de mesure pour quantifier le niveau de bruit perçu par l'oreille humaine. Donc, c'est un filtre de dBA qui est généralement utilisé par la plupart des réglementations municipales pour quantifier des niveaux de bruit à des limites de propriété. Donc, un niveau de bruit qui représente un peu l'acuité de l'oreille humaine. Donc, on voit qu'à différentes positions, on voit en fait qu'avec la présence de bâtiments positionnés comme ils sont là dans le modèle de simulation, on a positionné les bâtiments, la rue, les bâtiments, on a retiré la zone qui était du boisé, puis on a appliqué une zone de densification urbaine, une zone urbaine. Donc ici, on a les résultats des propagations du bruit sans la présence du projet résidentiel. Donc on voit, selon le code de couleur, là, que dans le quartier actuel existant, on est dans une zone jaune-verte, donc en deçà de 50 dBA. Et puis, si on applique l'ajout du projet résidentiel, ici,
on voit que la zone jaune s'étend avec les bâtiments qui créent des ombres acoustiques là, pour la propagation du bruit. Donc, on voit que le niveau de bruit va diminuer vis-à-vis ces secteurs-là de par la présence de ces immeubles-là. Donc, la diminution est entre 2 et 5 dB selon les simulations acoustiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est ça. Ici, en conclusion, c'est qu'on a, simulé la propagation sonore de l'autoroute 640 sur ce secteur. Et puis, effectivement, qu'entre le niveau actuel et le niveau futur, on peut s'attendre à une réduction, certainement pas une augmentation, mais plutôt les modèles disent une réduction de 2 à 5 dBA. Juste pour un peu quantifier les dBA, l'oreille humaine commence à percevoir une différence entre deux sons autour de 3 dBA. Donc, si on écoute des sons avec des fluctuations de 3 dB, c'est vraiment pas évident à l'oreille humaine. 5 dB, on sent une différence, et puis 10 dB en acoustique, c'est perçu à l'oreille humaine comme le double. Donc là, on peut s'attendre à pratiquement pas ou peu de diminution avec un écart de 2 dB. 5 dB, ça peut être notable. Évidemment, tous ces facteurs-là, quand on parle de bruit environnemental, ont une influence avec les facteurs d'humidité, vent, température. Donc là, les modèles ont été faits selon les mêmes conditions climatiques. Donc, certainement que les riverains là, doivent occasionnellement entendre l'autoroute et pas l'entendre d'autres soirs qui ont plutôt affaire avec les conditions météorologiques. Donc, ça conclut un peu le résumé de notre étude. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Davidson. Donc, on va maintenant céder la parole à Maxime Asselin, ingénieur pour la firme BSA. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, nous avons été mandatés par le promoteur pour réaliser les plans et devis et la surveillance du projet Plateau 3. Tout d'abord, je vais vous parler de la gestion des eaux de ruissellement et ensuite enchaîner par les services municipaux existants. Ou plutôt, je vais commencer justement par parler des services municipaux existants, c'est-à-dire les égouts sanitaires et l'aqueduc, parce que c'est ce qui est le plus simple à parler. Alors, il y a une capacité qui est amplement suffisante dans les réseaux existants au bout de la rue Caron qui nous permettent de prendre les eaux sanitaires des 45 unités et de les envoyer dans les réseaux existants. Ce sont des données qui émanent de la municipalité. Il y a amplement de disponibilité. Alors, il n'y a pas de problème de capacité là. Et pour l'aqueduc, c'est la même chose de desservir les 45 unités avec des petites entrées de service et avec 4 bornes d'incendie. Alors, c'est un petit balancement hydraulique qui est fait et le tour est joué. Ce n'est pas là où était l'enjeu plus particulier. En termes de la gestion des eaux de ruissellement, qui est probablement l'élément le plus clé ici, alors, c'est très bien encadré dans le guide de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, là, notre bon vieux ministère de l'Environnement. Alors, il y a un guide qui est là pour ça. Dans le guide, c'est pas compliqué, il y a un critère qui est que le rejet des eaux pluviales doit être égal avant le projet et après. Alors, on a un terrain qui est en friche, avec du bois, des choses comme ça. Alors, il y a une quantité de terre qui est perméable. Et là, on s'en vient mettre du pavage, des toitures. On vient rajouter des zones qui sont imperméables. Donc, on change le ratio, si on veut, d'imperméabilité du site. Alors, ces eaux-là, on doit les prendre et les stocker en quelque part afin d'éviter de dépasser le critère de rejet avant-après du ministère. Alors, donc, le volume qui est à retenir de ces eaux-là passe nécessairement, on essaie de les retenir le plus dans les conduites, mais à un moment donné, ça ferait des conduites gigantesques. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bassin de rétention. C'est une des règles de l'art, de notre art au génie civil. Alors, calculer sur la méthode rationnelle, c'est quand il y a des événements pluviaux, une pluie à tous les 2 ans, une pluie à tous les 10 ans, ou une pluie centennale, une fois par 100 ans, ça doit être retenu. Alors, des régulateurs de débit, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la chaussée et les égouts pour pas que ça soit trop cher, et que c'est un équilibre, c'est une règle de l'art. Alors, on prend les égouts, ils retiennent les événements pluviaux une fois dans 5 ans. Alors, une fois dans 5 ans, il y a des grosses pluies. L'égout est dimensionné en conséquence d'eux.
il y a des régulateurs dans les puisards. Et puis l'eau, au-delà d'un événement pluvial, va se mettre à couler dans la rue et à inonder un peu des cours d'eau. C'est ce qu'on voit de chaque côté de la rue. Et ça va sortir à un point bas qui va mener lui aussi au bassin de rétention. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. On appelle ça un réseau mineur et un réseau majeur. Alors donc, on stocke une partie des eaux dans les égouts dans 5 ans et on a un facteur de sécurité d'environ 20 %. Ce sont des exigences du ministère nouvelles qui nous viennent des changements climatiques. Ensuite, quand des événements de grande intensité pluviale, on va stocker dans le bassin de rétention jusqu'à des événements pluvieux de récurrence centenale. Alors, une fois dans 100 ans, avec un facteur de sécurité de 10 %, encore une fois lié au changement climatique. Alors, le tout est dicté dans le guide du ministère de l'Environnement. Alors, le dossier a été soumis avec notre conception, nos simulations, on utilise des logiciels, on fait de la conception assistée par ordinateur, tout ça. On a des experts. J'ai un collègue expert en hydraulique. Et puis, je chapeaute souvent. En tout cas, je lui donne mon chapeau. Il travaille très fort là-dessus. Donc, le dossier est soumis une première fois au ministère de l'Environnement pour le biais de ce qu'on appelle un CA22. Alors, c'est pour le traitement écologique ou environnemental. Et il est revu par la suite avec les plans de vie d'égouts, d'aqueducs et de gestion des eaux pluviales par le biais d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement, la LQE. Alors, je vous parlais tantôt qu'il y avait de l'eau qui vient en surface dans des gros événements de récurrence plus forte qu'une fois dans 5 ans. Alors, ces eaux-là vont dans les tuyaux et vont également en surface. Ils vont sortir par une saillie dans la bordure, s'écouler dans un petit fossé et se déverser dans un bassin de rétention qui va stocker l'eau. Dans le tuyau aussi, n'oubliez pas que dans un tuyau, un égout pluvial, il y a ce qu'on appelle des canals dans les rues ou des bouches d'égout. Les gens vont lancer une gomme, mettre de la roche, une palette de hockey quand on joue au hockey dans la rue, etc. Ça, ces eaux-là, ces déchets-là, on les capte. On a un système qui s'appelle un séparateur hydrodynamique. Il va séparer non seulement les déchets, la pierre, mais aussi les huiles, des choses comme ça. Alors, on envoie de l'eau, on fait un espèce de traitement de ces eaux-là au niveau avant le bassin de rétention. Ensuite, le bassin de rétention, lui, il stocke l'eau pendant un certain temps. Un gros événement pluvial, le bassin de rétention, c'est toujours vide. Mais l'eau va monter dans un événement et elle va se déverser lentement. Cette vitesse d'écoulement-là est l'équivalente à ce qu'on avait avant la situation en friche. Mais on la concentre à un endroit, on l'envoie dans un milieu humide, dans un cours d'eau dans ce cas-ci, et on doit freiner parce qu'il y a une grosse élévation entre les terrains bâtis et le cours d'eau. Alors, on va freiner cette énergie-là, cette eau-là, ça sort vraiment doucement, et on va freiner ça dans des grosses roches qui vont briser l'énergie de l'eau. Alors, au niveau du bassin proprement dit, alors c'est un bassin, ça fait quoi, 50 pieds sur 100 pieds, peut-être 16 mètres par 30, avec des pentes douces, 3 pour 1, donc pas besoin de clôture. On fait ça pour réduire merci pour la présentation de la diapositive. Alors, on fait ça pour réduire l'espace au plus faible possible. Alors, j'ai entendu une question ou non? Non. Alors, l'aménagement du bassin, c'est aménagé avec, là, vous voyez une photo en haut à gauche, il n'est pas aménagé, mais c'est l'ensemencement hydraulique, il y a un peu d'herbes qui sont là, des stabilisations dans les pentes, des mélanges indigènes, etc., etc. Alors, donc, l'utilité du bassin, c'est la retenue des eaux et faire équivaloir au ruissellement du terrain naturel, je vous en ai parlé. Alors, il y a un petit exitoire qui est aménagé avec un frein hydraulique. Je vais vous expliquer qu'on doit réguler. Il y a une chambre de régulation qui prend les eaux qui ont été stockées. Et là, ça va se vider lentement. Alors ça, il y a un système de régulateur pour les événements centenales de 10 ans, 2 ans. Et dans notre cas, on a dépassé même les exigences de l'environnement. On y va une fois dans 6 mois. Pourquoi? C'est parce que les plus petites pluies, les événements qui arrivent souvent, c'est eux autres qui ont la plus grande capacité érosive des cours d'eau. C'est ces petits événements-là, souvent, qui vont ramener, qui vont transporter les matériaux. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement les réguler. Et ce qui va sortir au bout des régulateurs de ces événements-là, c'est 2,1 litres par seconde. C'est une pinte de lait à la seconde. C'est ça qui va s'écouler en sortant. Dans des événements de plus grande amplitude, ça va être un peu plus haut. Mais, grosso modo, on va réguler en fonction des événements. Alors, ça dépasse les exigences donc, du ministère et on prend soin des milieux humides et des cours d'eau. Et puis, donc, écoutez, ça fait un peu le tour pour la rétention.
Je voulais vous parler en terminant de la responsabilité professionnelle. Alors, dans le fond, nous autres, on a une responsabilité professionnelle pour ce qui est tout ce que j'ai traité ou abordé avec vous ici ce soir, donc au niveau de la conception, de la rétention de ces choses-là. On a des engagements, bien sûr, mais en termes de construction ou des ouvrages, c'est le promoteur qui est responsable de l'ensemble du dossier jusqu'à ce que l'ouvrage soit cédé à la municipalité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en fait, Monsieur le maire, je vous redonne la parole concernant en fait, les orientations du conseil. Donc, depuis la dernière rencontre, nous, on a continué de travailler fort. Il y a eu des discussions qui se sont poursuivies entre les fonctionnaires et GBD. Je vais vous parler tantôt. J'ai eu pas mal de discussions aussi avec notre députée, Mme Sylvie Damour. On a parlé aussi en visioconférence avec les gens de la CMM sur la trame bleue et verte. On a regardé toutes les possibilités en question. Et puis donc, à ce soir, donc le point 1, l'orientation 1, c'est de conserver le statu quo quant au plan d'aménagement approuvé en 2016. Je vous l'ai dit l'autre fois, je le redis ce soir, entre 2008 et 2016, GBD avait à rencontrer plusieurs exigences qui lui avaient été demandées, plusieurs études qu'on a vues sur le bruit, la faune, la flore, plusieurs études. Il a rencontré toutes ces exigences-là. Il a aussi eu l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et puis, la date, le 16 mai 2016, nous avons fait une soirée de consultation publique auquel, à la fin de cette soirée, on a obtenu l'acceptation sociale, mais je me rappelle, et ceux qui y étaient doivent sûrement se rappeler qu'en grande partie, ce qui a incité, ce qui a aidé à l'acceptation sociale, c'était la cession des 2 millions de pieds carrés que nous cédait Gestion Benoît Dumoulin. C'est ce qui a fait la différence à ce moment-là pour l'acceptation sociale. On était le 16 mai 2016. Donc, ce soir, ce que je vous dis, c'est que le projet comme tel de construction va avoir lieu à cause de ce que je viens de vous dire. Je voudrais aussi peut-être aussi rappeler, là, il y a des gens, je l'ai dit l'autre fois, je le rappelle, si on prend la CPTAQ là, en 1980, il y a eu un changement à la CPTAQ. Entre 1975 et 1980, il y a plusieurs villes au Québec qui ont fait des demandes pour sortir des terres agricoles de la zone agricole, justement. Et si on prend Saint-Joseph-du-Lac en question, si on part de la rue du Parc, chemin principal, rue du Parc, et qu'on descend jusqu'au chemin d'Oka, donc tout ce qui est à l'est, tous les projets de construction qui sont là, qui ont eu lieu depuis 30 ans et plus, ont été faits sur des terres qui n'avaient pas de zonage agricole, ce qu'on appelle zoné blanc. Et c'est le cas de cette terre-là en question. Dernièrement, entre le 28 et ce soir, j'ai eu une citoyenne qui m'a envoyé un courriel et qui me posait des questions. J'avais un petit peu de difficulté à comprendre. Je pense qu'elle aussi. Et puis, elle me demandait, je veux savoir en fait le prix, combien ça vaut, la terre, le kit. Là, moi, je lui disais, bien, ça peut valoir entre temps et temps. Et bref, sa question, elle m'est revenue. Puis sa question était, non, je veux savoir, la ville, vous avez vendu combien la terre en question au promoteur? Puis, tu sais, je vais juste me servir de cet exemple-là. La municipalité ne possède pas de terre agricole. La terre en question, la terre qui était zonée blanche, appartenait aux frères, la famille Lavallée. Et eux auraient eu l'opportunité d'eux-mêmes à être l'entrepreneur pour s'occuper du projet. Mais ils ont décidé de vendre ça à Gestion Benoît Dumoulin, qui, lui, en fait le projet qu'on voit présentement. Avec la ville, on ne dézone pas des terres agricoles. Si je prends aussi l'exemple que je donnais, si on s'en va sur le chemin d'Oka, Champfleury, c'est une terre qui était zonée blanche. On a vu, c'est devenu un projet résidentiel. Tout ce qui est en haut de Champfleury, qui s'en va vers l'autoroute 640, c'est zoné agricole. Et pour moi, ça va rester zoné agricole. Je ne peux pas dire pour combien de temps, 15 ans, 20 ans, je ne peux pas décider de ce qui va se passer dans le futur, mais c'est zoné agricole. Le point 2, bien, en fait, c'est ce que je vous disais tantôt, j'ai commencé des discussions avec Sylvie Damour, notre députée,
parce qu'on veut acquérir l'espace qui est vert, qui appartient au MTQ. On parle de 14 hectares, 140 000 pieds carrés, c'est 140 000 mètres carrés. Donc, ça appartient au MTQ. C'est dans la portion de Saint-Joseph-du-Lac, bien sûr. Ça se continue vers Sainte-Marthe. Mais nous, on veut acquérir cette partie-là en même temps qu'on souhaite acquérir également la portion du 2 millions de pieds carrés là, qui est à GBD. Qu'est-ce qu'on voit présentement? Et qu'on nous avait dit qu'on était pour nous céder. Puis moi, je continue au moment où on se parle. J'ai encore confiance qu'on va en venir à une entente avec GBD. Nos fonctionnaires, comme je disais tantôt, continuent les rencontres avec eux. Et au final, je suis convaincu qu'on va arriver à une entente et avec GBD et avec le ministère du Transport en collaboration avec Sylvie Damon qui nous aide grandement là-dedans. On a parlé aux gens du MTQ et puis on veut avancer ce dossier-là. Ça, c'était le point 2. Le point 3, en fait, si on peut revenir, c'était d'acquérir ce que je viens de dire, là, les 2 millions de pieds carrés de la terre actuellement. La quatrième orientation, on voit tous les sentiers, on voit le projet tel qu'il est présentement. Je veux revenir aussi sur le nombre d'unités de logement. On sait que sur le plateau 1, c'est 48 unités de logement, le plateau 2, 46, le plateau 3, celui qui nous concerne le plus, c'est 45, soit 9 bâtiments de 5 unités de logement. Donc, nous, ce qu'on vise aussi, au moment, là, je vais passer la parole bientôt, là, vous allez voir, en fait, c'est dans un but de transparence, ce qu'on veut faire, c'est qu'on mandate la firme, pas la firme, mais l'Institut des territoires, qui est un organisme à but non lucratif, que M. Goulet nous a parlé tantôt. M. Goulet, c'est lui qui est le président. Il est aussi ingénieur forestier. Et donc, M. Goulet, moi, je vous cède la parole. J'aimerais que vous expliquiez aux gens, au moment où on serait propriétaire et de la portion du MTQ et de la portion du 2 millions de pieds carrés, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue environnement? Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Est-ce que je peux vous partager mon écran? Oui, tout à fait. C'est bon. J'ai enlevé mon partage, donc c'est à vous. Ah, non, je ne peux pas encore. Je dois host, disabled. Je ne peux pas pour l'instant. Je peux la projeter puis vous laisser. Ça marche. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, tout le monde. Franchement, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Bon, mon nom, c'est André Goulet, je suis ingénieur forestier, mais je suis aussi aménagiste des territoires naturels, puis médiateur accrédité là, à l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. Et puis, on a fondé en 2016 l'Institut des territoires, qui est un organisme à but non lucratif, mais c'est un organisme de bienfaisance, qui est un organisme de conservation, un peu comme Canard illimité, un peu comme Conservation de la nature du Canada. Et on est à Saint-Jérôme. Et donc, est-ce que vous voyez la présence? Oui, ça s'en vient. C'est bon. Donnez-nous 2 petites secondes, M. Goulet, s'il vous plaît. Ça marche. OK, on peut passer à la diapo 2, puis si vous pouvez le mettre en format aussi, ouais, c'est bon. Oui, donc, l'Institut des territoires n'a pas encore travaillé avec Saint-Joseph-du-Lac dans le dossier là, actuel, comme c'est le cas des 3 présentateurs là, précédents. Par contre, dans l'aménagement des territoires naturels, puis dans la protection des territoires naturels, c'est important évidemment de tenir compte de plusieurs données. Hein. Vous avez ici des données cadastrales. Il existe plein de données sur les espèces exotiques envahissantes, hein, comme si vous allez voir sur la page du ministère de l'Environnement, l'initiative Sentinelle est là pour vraiment localiser les espèces comme le roseau commun, le phragmite. Vous pouvez peser sur le... Voilà. Il y a des données forestières. On connaît hein, les forêts. Vous avez fait faire des études environnementales sur le secteur, mais on a des forêts qui sont assez âgées, mais on connaît tous les attributs de ces forêts-là. On peut passer à la prochaine. Et puis, ben, vous avez évidemment, Gestion GBD a fait faire une étude aussi environnementale.
Puis dans cette étude-là, on voit qu'à l'époque, qui a été probablement faite en 2016, mais livrée en 2017, il n'y avait aucune espèce exotique ou faunique menacée, vulnérable ou susceptible d'être désignée sur le site. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais l'étude, les biologistes qui sont promenés sur le territoire n'en ont pas recensé. On voit aussi dans cette étude-là que le lot étudié ne présente pas d'habitat faunique ou floristique désigné par le ministère aussi de l'Environnement. Il y a une seule espèce floristique vulnérable à la récolte qui a été observée. Quand on dit vulnérable à la récolte, c'est-à-dire que c'est souvent des espèces qui sont comestibles. Donc ici, c'est la Méteucie fougère à l'autruche, les fameuses têtes de violon. Et puis, par contre, il y a 2 espèces envahissantes qui ont été recensées. Le nerpin cathartique qui vraiment envahit les lieux, là, puis qui résiste beaucoup à l'ombre. C'est une espèce qui est très problématique. Puis aussi le roseau commun, comme je vous parlais tantôt, là, qui pousse aux abords des autoroutes, puis qui nuit à notre quenouille nationale. On peut passer à la prochaine. Il y a des données, pas juste actuelles, il y a des données temporelles qui sont intéressantes à aller chercher, comme ici, les plus vieilles photos aériennes du Québec. On est autour de 1926-1928. Hein. Donc, on voit, là, le passé peut nous aider à comprendre ce qui se passe. On voit ici qu'en 1928, on était en présence là, de terres agricoles, puis il y avait une quasi-absence de forêt dans ces secteurs-là. On peut passer à la prochaine. Puis, il y a même des données récréatives qui sont intéressantes aussi, qui sont disponibles, comme par exemple, ici, ça, c'est l'utilisation de vos sentiers. Ceux qui s'entraînent, là, les données sont répertoriées sur le web. Et puis, plus un sentier ou plus une rue, elle est rouge, plus elle est utilisée. Ici, donc, on a les coureurs. Là, vous reconnaissez peut-être là, parmi certains d'entre vous là, de vos propres sentiers. Là. Donc, là, on voit quels sentiers sont plus utilisés, puis où est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, plus de dégradation. Ça nous permet de faire comme un médecin, de bien comprendre pour mieux recommander certains travaux de protection. On peut passer à la prochaine. Fait que moi, je viens vous parler un peu de 3 choses ce soir. En fait, puis je vais vous donner des exemples à l'appui. On travaille avec le Petit Train du Nord, on travaille avec les municipalités, on a travaillé avec Saint-Eustache dans l'acquisition de leur parc nature. Peut-être vous en avez entendu parler, vous êtes dans la même MRC. On travaille avec des maisons de soins palliatifs, avec même des sites d'enfouissement. L'idée, quand on aborde le territoire, ce qui est important, si on veut faire du développement durable, hein, le DD, c'est qu'on est capable sur un même territoire d'assurer la protection de l'environnement, d'assurer aussi un développement économique, mais aussi un progrès social. Il y a plein de façons de voir le développement durable. Ces 3 sphères-là peuvent être équivalentes. Il y en a qui voient la sphère environnementale plus importante. Hein. La sphère environnementale, c'est la condition, alors que la sphère économique, c'est un moyen d'assurer le progrès social qui, lui, est la fin. Bref, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais ce qui est important dans un dossier peut-être comme le vôtre, on peut passer à la prochaine, c'est que les territoires qui sont naturels ou les territoires qui sont voués au développement économique ou les territoires qui sont voués au progrès social, par exemple un territoire comme une maison de soins palliatifs, on peut les amener à jouer des rôles accrus. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'un territoire à vocation économique comme un site d'enfouissement joue des rôles écologiques aussi. On est capable de faire ça. Et donc, c'est peut-être une interrogation ou c'est peut-être un objectif qui peut être intéressant dans votre dossier. On peut passer à la prochaine. Puis pour illustrer ça, j'ai 2 diapos sur le Petit Train du Nord. Le Petit Train du Nord a quelque chose en commun avec votre territoire, c'est qu'il n'y avait pas un arbre qui poussait là-dessus il y a même 30 ans. Hein? Quand le Canadien Pacifique a abandonné le Petit Train du Nord, le talus ferroviaire était entretenu à chaque année, puis peut-être pas avec des débroussailleuses, avec des produits peut-être un petit peu plus forts qui sont plus permis aujourd'hui, mais la forêt est revenue. Et donc, il y a un projet qui s'est instauré pour aménager et puis protéger les forêts du parc linéaire. Et donc, on peut passer à la prochaine diapo. Le projet qui est en cours actuellement sur le Petit Train du Nord, vous voyez, là, il y a vraiment un cycle ici. Si vous voyez les 2 petits arbres, là, en fait, l'idée d'aménager les forêts, puis de les valoriser, puis de les protéger, c'est de faire des milieux favorables aux saines habitudes de vie. Hein. On veut que les cyclistes l'utilisent pour le transport actif, la mobilité durable, mais le projet,
on a bonifié le projet, on a sorti de la sphère seulement récréative pour aller vers la sphère sociale, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va demander au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier de nous former des sylviculteurs puis des jeunes biologistes pour faire des travaux dans le boisé, pour sécuriser la forêt, pour planter des arbres pour la faune, etc. Ça va créer de l'emploi, puis les arbres dangereux qui seront récoltés vont être valorisés dans les sites de camping qui sont partout le long du parc linéaire. Vous voyez, les 3 sphères du développement durable, c'est ça ce qu'on appelle un changement d'échelle. On sort de la sphère seulement récréative ou économique pour aller sur la sphère sociale et environnementale. On peut passer au prochain. Le deuxième message que je vous livre, c'est celui de planifier le territoire pour augmenter l'intercompréhension. Ce soir, je suis avec des élus, je suis avec des fonctionnaires, je suis avec des experts dans leur domaine, et puis on vous rencontre, vous, la population, mais moi aussi, je suis la population, je suis un citoyen dans tous les autres dossiers de ma vie. Et vous avez un exemple de photo où l'expert qui a planifié ce parc-là n'a clairement pas parlé à la population. Il y a un besoin qui n'a pas été compris. Hein? Donc, on est venu mettre un petit rond-point à un endroit où les gens étaient peut-être pressés. En tout cas, on le voit. Puis, plus que ça, on voit que même une tentative de correction, vous voyez la bordure de béton qui a été coupée. Donc, c'est un peu une image de ce qu'on ne veut pas. Puis ça, l'idée, oui, vous pouvez passer, le timing est excellent. L'idée, c'est, quand on fait de l'aménagement du territoire, de la valorisation, il faut se parler entre tout le monde. En fait, pour augmenter la compréhension et les points de vue. C'est de la médiation, c'est de l'empathie. Comprendre empathiquement le point de vue de l'autre. Donc, c'est de faire, vous êtes ce soir, là, je vois qu'il y a 84 participants, vous êtes des citoyens minimalement curieux, vous êtes des citoyens aussi informés, et puis ce soir, vous avez entendu des experts, vous avez été formés dans ces créneaux-là. Mais l'inverse est aussi vrai. Puis humblement, on peut passer à la prochaine, les experts et les planificateurs, on est aussi des gens curieux qui doivent être informés par votre savoir d'usage des lieux. Vous avez un savoir populaire, vous l'utilisez, ce terrain-là, puis on peut se faire former par vous aussi. Fait que l'idée, on peut passer à la prochaine. L'exemple de projet, c'est celui de Saint-Eustache. Le parc nature de Saint-Eustache, si vous l'avez suivi un peu, c'est un dossier qui a été designé avec la population. On parle d'un terrain de 67 hectares environ, qui a été acquis on est allé chercher de l'aide financière, 1,1 million à la CMM pour acheter ce terrain-là qui en valait 1,5. Et puis, on peut passer à la prochaine. Et puis, on peut recliquer. Ça, c'est une image d'une des nombreuses soirées, justement, de ce qu'on appelle de la co-construction citoyenne. Et même Saint-Eustache a dédié un site web pour penser le parc en fonction des besoins et des préoccupations citoyennes. Donc, il y a eu un rapprochement entre, par exemple, le savoir du biologiste au niveau des habitats fauniques, puis le savoir d'usage des gens par rapport à ce qu'on retrouve sur le site. Et ça a permis de faire un diagnostic incroyable. Le dernier message que je veux vous livrer, puis là, mes amis des études d'impact, Mme Laliberté va reconnaître probablement cette image-là. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, il y a possibilité de créer des impacts positifs à des projets. Tous les impacts, tous les projets, que ce soit un projet environnemental, que ce soit un projet économique ou un projet social, créent des impacts dans son milieu. Et vous avez, justement, ici, c'est un exemple avec des impacts sur la biodiversité, le nombre d'espèces, par exemple, d'arbres qu'on retrouve sur le site. Développer un territoire au point de vue immobilier, évidemment, ça crée un impact. Il y a des arbres qui sont coupés, évidemment, mais la première question que les experts doivent se poser, c'est comment on peut éviter les impacts. Vous voyez en bas, là, la deuxième colonne, on peut éviter des impacts. Donc, l'impact négatif en jaune est réduit. On évite, par exemple, les milieux humides. On ne développe pas dans les milieux humides. On peut ensuite de ça minimiser ce qu'on fait. Minimiser les impacts sur le territoire, par exemple, en évitant de détruire tel secteur plus fragile. En bleu, vous avez de la restauration. On peut aussi restaurer. Je vous ai dit tantôt que votre territoire est couvert par 2 ou 3 espèces exotiques envahissantes. On peut les éliminer. Donc, on vient réduire les impacts. Puis là, il reste des impacts résiduels. On peut les compenser. On peut les compenser par des travaux sur le site ou en dehors du site. Puis on peut même aller dans les impacts positifs là, en haut là, de l'axe des X en faisant des actions qui sortent du champ gauche. Puis je vais vous donner des petits derniers exemples là, à la dernière diapo de ce
ce qui peut être fait. Par exemple, évidemment, il peut y avoir de la compensation sur le site. Ça peut être du reboisement, mais ça peut être aussi du reboisement d'espèces qu'on ne retrouve pas sur le site. Des espèces qui se déplacent moins rapidement vers le nord que les changements climatiques, qui auront de la difficulté à s'adapter. Ça peut être des espèces de noyers, du tulipier, par exemple, qu'on ne retrouve pas, mais qu'on retrouve ailleurs au Québec, au sud ou au sud du Canada. On peut créer des milieux humides aussi. On peut en faire. Donc, on peut le faire en créant, par exemple, des érablières aussi sur le terrain qui créent un potentiel économique à long terme pour l'entaillage. On peut créer des aménagements fauniques. On peut avoir un volet de participation citoyenne très fort, puis la création, par exemple, des amis d'un parc. On peut faire en sorte, comme je vous disais tantôt, de planter des érables, entre autres, puis d'aller chercher un statut de protection supplémentaire sur les écosystèmes qui vont être créés par la loi sur la protection du territoire agricole qui protège les érablières de 4 hectares et plus. Vous pouvez même faire de l'intendance volontaire, faire une aire protégée avec ça, avec un organisme de conservation comme Canards Illimité, puis même de la compensation à l'extérieur du site. Et là, on est dans les impacts positifs. Donc, l'idée, c'est à travers un processus d'aménagement du territoire, c'est possible de s'asseoir avec la population puis avec les experts pour compenser puis même dépasser les impacts négatifs d'un projet. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Goulet. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à notre période de questions. Juste avant, on me dit que Mme Damour s'est jointe à nous, donc je vais juste... Ça veut nous saluer, on peut lui laisser la parole. Exactement. Je m'en vais, je la cherche dans les participants. Elle est là. Elle est supposée être... Oui. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le maire. Je suis conseiller et conseillère, expert et citoyen de Saint-Joseph-du-Lac. Ça me fait tout drôle parce que lorsqu'on a parlé la première fois de ce projet-là, j'étais conseillère municipale en même temps que Benoît. On était tous les deux conseillers lors du dépôt de ce projet-là du promoteur de GBD. Là, ça me fait drôle de continuer à travailler dessus, mais sous un autre aspect. Comme M. le maire vous a dit tout à l'heure, on travaille là, très étroitement, la municipalité et mon bureau, afin qu'on puisse trouver une entente ou à tout le moins, je vous assure de mon travail là, pour qu'on puisse acquérir des terrains qui sont au ministère du Transport. Vous comprendrez que c'est des délais qui sont très, très longs. Fait qu'on essaie là, du mieux qu'on peut de raccourcir les délais pour arriver à nos fins. Donc, soyez assurés là, de mon entière collaboration sur ce dossier-là. Et merci beaucoup, M. le maire, de me laisser un petit mot pour que je puisse parler aux citoyens de la municipalité. Oui, bien, Sylvie, je t'appelle Sylvie parce qu'on se connaît bien. Je veux que les gens sachent aussi que si Sylvie dit qu'elle va s'en occuper, je peux vous dire que quand j'ai demandé de l'aide pour nous aider à ce qu'on ait notre système de protection contre la crue des eaux en place pour le printemps actuel, on voit le résultat présentement. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide de Sylvie et je sais que je vais en avoir encore. Tu as tout mon soutien dans ce projet-là. Merci. 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 Donc, on va débuter la période de questions. Donc, les personnes qui souhaiteraient poser une question, il y a un bouton « Lever la main ». Donc, vous devez appuyer sur ce bouton-là. Et puis ensuite, de tour à tour, là, on va vous permettre on va activer votre micro pour poser une question, dans le fond. Et juste, quand on va vous donner la parole, ce serait bien de nous indiquer votre secteur ou le nom de la rue là, à Saint-Joseph-du-Lac où vous demeurez. Puisse vous situer un petit peu dans notre belle municipalité. Donc, je vais y aller avec Daniel ici, dont le micro est activé. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'aurais une question par rapport à la rétention d'eau. Moi, j'habite au 604 rue Caron. Je suis probablement la personne peut-être le plus impactée par ce projet-là parce que toutes les voitures vont passer devant chez nous. Et puis, au printemps, chez nous, vu que je suis à côté des terres humides, l'eau, elle monte beaucoup. Mes voisins derrière de chez nous, ils ont tous de l'eau qui déborde.
Il a fallu que la ville vienne, il y a à peu près 6 ans, ouvrir un petit fossé pour pouvoir vider l'eau. Alors, moi, ma question, c'est de quel côté va être le bassin de rétention? Est-ce qu'il va être du côté de la rue Caron ou s'il va être au niveau du petit fossé complètement au bout? On va laisser répondre l'ingénieur. Peut-être qu'on va demander à M. Asselin. M. Asselin, êtes-vous en mesure de nous répondre à ça? Oui, bien sûr. Je pense à ce stade-ci. Une image vaut 1000 mots. Ah, oui. Un ingénieur sans plan, ce n'est pas un ingénieur. Voilà. Voici le projet. Vous vous situez bien? Oui. Le projet, il est là. La rue Caron, elle est ici. Le bassin de rétention, il est ici. Merveilleux. Merci beaucoup. Il est du côté ouest. Voilà. Ouais, il est du côté de là où il y a comme oui, pas loin, il y a déjà un petit ruisseau qui se promène là-bas. Là. Exactement, à côté de la coulée. Parfait. C'est beau. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Donc, la prochaine personne à qui on va donner la parole, Jean. Oui, bonjour. Oui, Mon nom est Jean Barry. J'habite sur la rive Brassard. Je n'habite pas dans le secteur, mais je suis très intéressé par la préservation des forêts. Et comme vous savez, ma question s'adresse à M. le maire. Oui. Comme vous savez, il y a peu de forêts accessibles à Saint-Joseph-du-Lac. Il y a beaucoup de terres agricoles, mais la plupart des forêts sont situées sur la montagne et qui ne sont pas accessibles au public. C'est des territoires privés. Oui, je suis d'accord avec vous. Et pour aller en forêt, dans la nature, il faut vraiment aller à Oka ou aller ailleurs à Mirabel. Alors, je trouve ça très dommage et pour moi, c'est important de préserver le maximum de milieux naturels, même s'ils n'étaient pas boisés, ces terres-là, il y a 50 ans, ils sont maintenant. Donc, je pense que c'est important d'en protéger le maximum. Et vous parlez, M. le maire, de l'accessibilité sociale du projet. J'aimerais savoir comment elle a été effectuée, cette accessibilité sociale-là, en 2016. Bien, en fait, en 2016, il faut comprendre aussi que le projet, la première consultation publique a eu lieu en 2008. Et puis, on n'était pas obligé d'en faire une en 2016. On en a fait, là, moi, je venais d'être élu, je trouvais important d'en faire une. On a rencontré des citoyens. Et puis, donc, c'était aussi pour voir avec eux comment on était pour agencer les 3 plateaux pour causer le moins d'inconvénients possible, justement, à la forêt. C'est ce qu'on a fait avec les gens qui étaient dans la salle ce soir-là. C'est avec eux également qu'on a décidé, exemple, alors là, je vais vous expliquer aussi le fait que si on construisait des unités, des condos, qu'on peut appeler là, des appartements condos sur le plateau 1, ça diminuait le nombre de bâtiments qui allaient sur le plateau 2 et le plateau 3 à cause de la densité demandée là, par la CMM et ces choses-là. Donc, c'était probablement la première étape qui était acceptée ce soir-là. Après ça, on a vu le plateau 2 et le plateau 3. Mais puis, je ne me cacherai pas, là, M. Jean, que déjà ce soir-là, il y a des personnes dans la salle qui disaient on n'en veut pas du projet. Mais la réponse qu'on lui donnait, c'est que si on n'en veut pas, il faut acquérir la terre, et chose qu'on n'était pas prête à faire, là. Hein? Parce que, comme je disais tantôt, le promoteur, entre 2008 et 2016, avait rencontré toutes les étapes auxquelles on lui avait demandé. C'est comme ça qu'en fin de soirée, puis là, on a annoncé que le promoteur nous cédait 2 millions de pieds carrés de forêt. Puis ce qu'on discute ce soir, on en discutait à ce moment-là, en 2016, et les gens étaient contents de savoir, oui, il y en a qui étaient déçus, je les comprends, de savoir que le projet de construction aurait lieu quand même, mais au moins les gens appréciaient le fait qu'on était pour devenir propriétaire du 2 millions de pieds carrés. D'une partie seulement. Mais est-ce qu'il y a eu un registre qui a été effectué, un registre de signature à ce sujet-là? Non. Ça a été fait à main levée ou ça a été fait? Comment ça a été fait? Bien, bonne question. En 2008, je reviens encore en 2008, parce que je me rappelle, la salle était bondée. En 2008, M. Guindon, l'ex-maire, auquel j'étais conseiller municipal avec lui, son idée, c'était sur la terre en question, qui avait un zonage blanc, lui, c'était de faire une strip commerciale et industrielle léger. Et là, comme je dis, la salle était bondée
Et les gens ne voulaient absolument pas que ce soit un projet de commercial et industriel léger. Et cette soirée-là, bien là, M. Gagnon a dit, si ce n'est pas ça, ça va être un projet résidentiel. Parce que, comme je vous dis, un propriétaire d'une terre zonée blanche, il est dans son droit de demander, s'il veut que ça devienne un projet résidentiel et ou autre, il donner une autre vocation de zonage. Et à main levée, les gens ont presque tous levé la main pour dire que ce qu'ils voulaient, c'est un projet résidentiel. Ils voyaient moins d'impact pour eux d'avoir un projet résidentiel que d'avoir du commercial et de l'industriel léger. Parce que moi, les gens à qui je parle, de plus en plus, ils me disent qu'ils sont ou ils ont des réticences ou sont opposés au projet, en particulier les gens qui habitent dans ce secteur-là. Peut-être que ça vaudrait la peine de les consulter à nouveau parce que ça semble changer, étant donné que les gens voient que ça va arriver. Tant que c'est théorique, les gens trouvent que c'est théorique. Okay. Mais... Je comprends ce que vous dites, M. Jean, mais nous, là, présentement, si on faisait ça, mettez-vous à la place du promoteur. Il a rencontré toutes ces exigences, comme je disais. Fait qu'on n'est pas dans une étape de dire on recommence une consultation. Les règles de l'art ont été rencontrées là-dedans. Là. Je peux comprendre, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Il y en a qui disent, bien, nous, on n'était pas là à ce moment-là. Mais la consultation publique de 2016, comme je vous dis, on n'était pas obligé de la faire. On l'a fait en toute transparence. Et là, on est rendu à l'étape, il va pouvoir construire son projet résidentiel. Est-ce que la consultation visait seulement... Monsieur Jean, j'aimerais... On va passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci. 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 Donc, la prochaine personne est Alex. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bien, bonjour, je m'appelle Alexandre McCabe, je suis au 611 Croissant Bernard. J'ai vu dans les possibilités que la CMM avait un programme où est-ce qu'il pouvait financer ou contribuer à une partie du rachat du terrain. Est-ce que ça serait envisageable de dire qu'avec la CMM, on rachète l'ensemble du terrain et on le laisse voir, on le transforme en parc? Oui, donc, tout à fait. Donc, c'est une bonne question. Comme je disais tantôt, nous, on a contacté le CMM, les fonctionnaires, pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Premièrement, il faut savoir aussi que pour ce qui est du projet de GBD, on lui a demandé s'il était à vendre. Il n'est pas à vendre. Ce qu'on a demandé aussi à la CMM, c'est si on doit acquérir des pieds carrés là, du ministère du Transport ou quoi que ce soit, est-ce qu'on est éligible? La réponse, c'est oui. Puis il y a un financement pour acquérir les pieds résiduels. Mais est-ce que c'est possible? Ou c'est dans l'ensemble? Parce que GBD, dans le fond, il ne veut pas le céder. Son prix qu'il demanderait serait trop élevé. Ça ne serait pas envisageable, autrement dit? Bien, tout à fait. Écoutez, lui, présentement, son projet, je vous donne un exemple, là, des chiffres, on peut en sortir, là, mais lui, les pieds bâtissables, utilisables qu'il a, ça vaut peut-être 5 piastres et plus le pied carré, alors que tout ce qui est à côté non construisible, ça vaut peut-être entre 10 et 20 sous le pied carré. C'est sûr que lui, il ne veut pas vendre, puis deux, si on aurait voulu continuer la démarche, à ce moment-là, on s'en va vers de l'expropriation auquel lui a des droits également. Et là, quel prix ça nous aurait coûté? 3 millions? 5 millions? On met ça sur le compte de taxes des contribuables. Et puis, en plus, il y a un autre phénomène. Il y a d'autres terres qui sont zonées blanches. Puis moi, je me fais dire par des propriétaires de ces terres-là, si vous le faites pour lui, vous allez le faire pour nous. Fait que nous, là, on ne commencera pas à Saint-Joseph-du-Lac à acquérir des terres zonées blanches puis de mettre ça sur le compte de taxes des contribuables. On n'est pas en mesure de faire ça. OK. Puis rapidement, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme qui va être mis en place pour surveiller que GBD va vraiment respecter ces zones de déforestation, puis que, parce qu'on s'entend que s'il fait de la coupe excessive puis il dépasse les limites, on aura beau l'amener en cours, le traîner, le punir, il met des pénalités, le mal est fait. Fait qu'est-ce qui va être fait pour s'assurer qu'il respecte la zone de déboisement? OK. Bon, écoutez, je pèse mes mots, là, mais par contre, j'ai déjà demandé ici, là, j'en ai parlé l'autre fois, j'en reparle encore, tous les jours auxquels il va y avoir du déboisement, du jour 1 à aller au dernier jour. Je veux un compte-rendu. Moi, je veux aller voir, les élus, on va aller voir. Je veux qu'un employé municipal me donne un compte-rendu. Est-ce que ça respecte vraiment l'espace? On a vu, là, il y a des arbres qui sont déjà peinturés, là, orange. On la connaît, la superficie.
Et ça va être notre rôle de faire ça. Et s'ils ne respectaient pas ça, ben, on va prendre des procédures pour l'arrêter. Ça, c'est certain. Mais je suis convaincu qu'on ne s'en va pas là-dedans, mais on va suivre ça de très, très proche. Ça, c'est mon engagement. Oui, il faut, parce que justement, une fois que ça va être trop coupé, ça va être trop tard. Même si on prend des procédures contre eux, c'est trop tard, c'est fait. Oui, tout à fait. Merci. Merci de votre question. On va passer à Julien Gendron. Je ne vois pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, Julien Gendron, je demeure sur la rue Vicky. Je pense qu'Alex a pas mal posé toutes les questions que je voulais poser. D'accord. Je me pose la question à savoir pourquoi est-ce que la CMM n'a pas été impliquée plus tôt que ça? Parce qu'il semble que moi, j'ai fait mention de ce fameux projet-là, le programme d'acquisition de conservation d'espaces boisés, qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler au moment où la vente a été faite à M. Benoît Dumoulin? Parce qu'à ce moment-là, on aurait peut-être pu profiter de l'occasion pour utiliser les subventions là, qui allaient jusqu'à, je pense que c'est jusqu'à l'ordre de 50 pour nous aider à conserver les terres boisées. En fait, c'est monsieur, c'est jusqu'à 67 oui, en fait, c'est jusqu'à 67 mais vous dites, comme je vous dis, là, monsieur Gestion Benoît Dumoulin, en 2008, était propriétaire de la terre, donc il l'a acheté, je ne sais pas, là, entre 2005 et 2008. Là, et à ce moment-là, le programme que vous parlez n'était pas en place. Là. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. On entend, là, présentement, c'est vrai qu'on en entend parler. C'est vrai que c'est disponible. Puis je ne dis pas qu'on ne s'en servira pas, comme je disais tantôt, pour acquérir certains pieds carrés là, non résiduels là, du MTQ ou quoi que ce soit. Mais non, on n'avait pas cette possibilité-là à ce moment-là. C'est pas possible de faire un moratoire pour empêcher la construction. Tout est possible, monsieur, tout est possible. Mais mettez-vous, encore une fois, si on fait ça demain matin, on arrête le projet, c'est certain qu'on est matière à poursuite parce que, pas parce que c'est Gestion Benoît Dumoulin, n'importe quel entrepreneur, il y a toutes ces autorisations. Fait qu'on ne peut pas s'en aller dans une démarche comme celle-là. OK, parce qu'on s'entend que c'est Gestion Benoît Dumoulin avec une historique de coupe à blanc, avec ce qui se passe à Sainte-Marthe. Je ne sais pas si vous regardez l'autre bord du bois, à quoi ça ressemble, avec des condos à pu finir, des toits noirs, aucun arbre, imperméabilisation des sols. Je suis content de parler de ça parce que... Plus d'eau qui va s'en aller au lac de façon ultra rapide. Puis la seule chose qu'on fait pour ça, c'est de construire des digues en métal. Non, attendez là. On ne s'écartera pas, là. Les digues, les systèmes d'inondation, tout ce qui se passe, ça n'a pas rapport avec le projet de construction qu'on parle présentement. Là, ce que je veux vous parler, c'est qu'il y a aussi une norme. Vous parlez de nos voisins, moi je ne parlerai pas de nos voisins. Non, mais c'est le même promoteur, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Marie-Michel, je voudrais être en mesure de répondre. Merci. Donc, ce que je vous dis, c'est que il y a une norme qui est établie, je suis convaincu que M. Goulet pourrait nous en parler. Il y a une norme d'une couverture forestière qui est demandée aux villes, aux municipalités, c'est d'essayer d'avoir plus de 30 de ton couvert forestier. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est respecté un peu partout, mais nous, à Saint-Joseph-du-Lac, je sais que présentement, on est en haut de 32 et avec ce qui va se construire, on va encore être en haut de 30 Et puis, ce qu'on s'engage à faire, on en avait parlé l'autre fois, on le redit, j'ai M. Dussault qui est avec nous ce soir, puis on a M. Marino qui sont du comité d'environnement. On va une politique de l'arbre et aussi, à part les arbres qu'on devait planter un peu partout à Saint-Joseph-du-Lac, on s'engage, on en a parlé avec M. Goulet l'autre fois, de replanter le même nombre d'arbres qui vont être coupés sur le plateau 3 ailleurs sur les autres plateaux, plateau 2 et plateau 1. Fait que donc, puis on s'engage à maintenir en haut de 30 le seuil minimal qu'on doit rencontrer. Est-ce que c'est ça, M. Goulet, le seuil?
Oui, en fait, puis c'est un bon point. Effectivement, quand à l'échelle d'une municipalité ou d'une MRC, puis même des territoires plus grands, la couverture végétale, la couverture boisée descend en bas de 30, ça peut être plus ou moins 10, là, mais 30, là, c'est vraiment le chiffre qui est retenu. Bien, on commence à avoir des pertes de biodiversité importantes. Et c'est le défi pour plusieurs municipalités, hein. Donc, dans la couronne nord, il y a beaucoup de municipalités qui sont à 30, 35, mais plus on se rapproche de Montréal, plus la pression elle est forte. Puis c'est un excellent objectif de maintenir un couvert forestier en haut de 30 comme vous souhaitez le faire. C'est vraiment le seuil qui est partagé par tous les organismes de conservation au Québec. OK, merci. Merci. Prochaine question. Maintenant, on va passer à Mme Annabelle Monge. Bonsoir, Mme Monge. Oh. Oui. Oui, bonsoir. On n'entend pas? Bon, on reviendra. Je vais passer à une autre personne en attendant. Donc, ici, j'ai Brigitte Bouchard. Oui, bonsoir. Madame Bouchard. Elle semble sur muet, Madame Crevier. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Alors, écoutez, nous, on est nouveaux, on est sur la rue Benoît. Et le boisé qu'on a en arrière, je voudrais juste savoir si ça fait partie de la section que la ville veut acheter. Vous êtes sur la rue Benoît. À Saint-Jean-François. Bon, non, je comprends. Je pense que... Ben oui, tout ce qu'il y a en arrière fait partie de ça. Là. On parle on parle pas du projet de construction du plateau 3. Donc, oui, tout ce qu'on veut acquérir, ce qui passe derrière chez vous en fait partie. Parce que ce qui est important de retenir aussi, c'est que chaque côté du boisé, donc si on s'en vient du côté sud du boisé tout le long, en haut du talus auquel vous habitez tous, bien, il va rester environ, là, ce qu'on regarde, c'est entre 30 et 50 mètres de boisé qui va rester tout le long. Ça veut dire qu'il va y avoir une coupe encore? Ça veut dire qu'il va y avoir une autre coupe, parce qu'il y en a eu une le printemps dernier. Non, en haut de chez vous, sur le plateau 2, il n'y a pas de coupe. Il n'y a plus de coupe qui se fait. Okay. La seule coupe qui s'est faite, madame, pour aller au plateau 2, c'était pour rentrer dans le projet. Il n'y avait pas besoin d'abattage d'arbres ailleurs sur le plateau 2, comme il n'y a pas besoin d'abattage d'arbres sur le plateau 1. OK. Et moi, ce que je vous suggérais vraiment fortement, écoutez, on est témoins, il y a tellement de gens qui prennent des marches ou qui font de la bicyclette ou de la raquette ou peu importe. Tout à fait. J'inviterais tellement la ville à préserver, à installer des bancs de parc ou peu importe. Je pense que dans le temps de COVID, moi-même, on en a profité énormément, on a marché, c'était tellement bénéfique. Alors, c'était une de mes suggestions que je vous apporterais. Parfait, merci, c'est gentil. Juste vous dire aussi en passant, je sais que notre avocat, M. Steve Cadrin, en avait fait part l'autre fois. Présentement, écoutez, moi-même, j'y vais me promener. Il y a du monde qui mais c'est une terre privée, là. Pour l'instant, cette terre-là, elle appartient à Gestion Benoît Dumoulin. Il est encore bien gentil de nous laisser, les citoyens, depuis 2008, là, se promener sur la terre. Donc là, on n'est pas en mesure de mettre des bancs ou mettre quoi que ce soit, ça ne nous appartient pas. Le jour où ça nous appartiendrait, c'est sûr que là, comme je disais tantôt avec M. Goulet, on pourrait avoir tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va passer à Mme Beauséjour, Linda Beauséjour. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. Premièrement, une question à deux volets. On parlait tantôt du 32 ou 30 minimum de boiserie ou de forêt. Oui, je comprends pour l'espace de Montréal ou des espaces plus urbanisés. Par contre, Saint-Joseph-du-Lac, je m'attendais un petit peu à un niveau un petit peu plus élevé, mais bon. Ma question principale est pour vous, Monsieur le maire.
est-ce que vous pensez faire une espèce de comité de citoyens pour gérer un petit peu les espaces que vous appelez publics avec les espaces verts? Parce que j'aimerais beaucoup m'impliquer pour avoir mon mot à dire. Parce que espace public, ça peut être un petit peu vague. On peut faire des terrains de soccer, on peut faire toutes sortes d'affaires, on peut faire des sentiers, des sentiers interprétatifs, des choses comme ça. Oui, je comprends. J'aimerais beaucoup être capable d'avoir mon mot là-dessus. Oui, tout à fait. Bon, premièrement, quand on parlait de mettre ça espace public, bon, c'est un terme, là. C'était pour changer le zonage actuel. Et puis, tantôt, M. Goulet disait, est-ce qu'au final, quand on serait propriétaire de tout ça, on met en voulant dire une protection maximale, en disant peut-être terre protégée, territoire protégé, peu importe. Et pour répondre à votre question, oui, vous auriez l'occasion de faire partie de ça, parce que, encore une fois, comme je le disais tantôt, avec en toute transparence, oui, il va y avoir quelques élus qui vont être dans un comité qui serait formé avec M. Goulet, des soirées d'information auxquelles il va y avoir plein de citoyens qui vont pouvoir donner comment ils verraient ça. On l'a vu dans ce qu'a présenté tantôt pour Saint-Eustache, des sondages, des soirées d'information pour arriver à un résultat comme ils ont présentement. Fait que les étapes qui ont été faites à Saint-Eustache, j'aimerais les reproduire chez nous à Saint-Joseph-du-Lac. Oui, mais plus précisément, est-ce qu'on peut être plus impliqué au jour le jour, à voir les projets qui vont se faire, à être plus impliqué? Malheureusement, le projet, je vais vous avouer que j'étais tout à fait contre. Je comprends que là, il est trop tard pour reculer tout ça. J'essaie de voir ce qu'on peut faire au maximum pour garder nos ressources, nos sentiers, nos forêts. Puis j'aimerais vraiment, en tant que citoyenne, pouvoir avoir mon mot à dire au quotidien. Donc oui, c'est ça. Mais oui, madame, puis en fait, je veux que vous sachiez aussi que nous aussi, là, le conseil municipal, on veut préserver ça, la forêt, le paysage comme on le voit présentement. Et puis, on va aussi donner, on le fait chaque fois qu'il y a un projet. Je veux juste faire un point aussi, éclaircir un point. Nous, à Saint-Joseph-du-Lac, là, présentement, on est presque rendu à notre maximum bâtissable. Puis quand je dis ça, c'est par rapport à ce qu'on voit, là, les terres qui sont zonées blanches, qui pourraient devenir un projet résidentiel, parce qu'il y en a que peut-être que le propriétaire va dire non, moi je la garde comme ça. Fait que nous, on est proche de notre maximum. Si on parle en population, là, on est tout près de 7 000 maintenant. Et au final, ça ne sera pas 8 000, là, ça va monter à 7 000 quelques cents. Je ne suis pas en train de minimiser ça, mais je vous dis un peu qu'est-ce qu'il y en est. Il reste quelques terres à se construire, puis le restant, c'est toute zonée agricole. Merci beaucoup. Il nous reste quand même pas mal de questions encore. Donc, on va aller avec Félix. On va essayer de s'en tenir à une seule question, si c'est possible. Merci. Oui, pour donner la chance à tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Félix. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je reste sur la rue Benoît. Et j'aimerais juste savoir, on a parlé de développement durable puis de participation citoyenne à l'aménagement des sites, etc. Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à date dans la phase 2? Parce que je veux dire, moi, quand je vais me promener là, à part de voir un désert, hein, je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il n'y a pas beaucoup de citoyens qui ont été consultés en ce qui a trait à l'aménagement de la phase 2 pour justement la participation des gens pour dire, bien, on aurait aimé ça peut-être dans quelques arbres, on aurait aimé ça qu'il y ait une plantation d'arbres qui se fasse ou qu'on conserve peut-être quelques trucs qui étaient déjà là. Alors, je vais vous répondre aussi, c'est qu'en fait, pour l'instant, on ne peut pas arriver et dire on va planter des arbres sur une terre qui ne nous appartient pas. Là. La terre ne nous appartient pas. La journée, c'est pour ça qu'on parle tout le temps, la journée où on en sera propriétaire. Donc, quand il y a eu la consultation publique qui s'est faite en 2016,
la terre ne nous appartenait pas, puis elle ne nous appartient pas encore. Là. Donc on peut espérer qu'il va se passer la même chose avec la phase 3. Donc, la terre ne nous appartient pas, donc M. Dumoulin va pouvoir faire ce qu'il veut avec. Ben non, en fait, monsieur, tantôt, ce que j'expliquais, là, en 2016, avec les citoyens qui étaient présents à la consultation publique, on a vu le plan d'aménagement tel que vous le voyez présentement. Merci beaucoup. On va passer à Myriam Brien. Oui, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, 355 Benoît. Je suis la personne dont le ruisseau passe sous mon terrain. Oui. Et, tantôt, on parlait du bassin de rétention. Puis, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au printemps, justement, les eaux sont assez mouvementées et importantes dans ce petit ruisseau-là, même si ça a l'air de rien, là, mais d'un côté d'augmentation à cause du bassin, est-ce que oui, ou bien étant donné que ça va arriver seulement dans 100 ans, on n'a pas à s'inquiéter? Est-ce que la personne qui parlait de ça tantôt, je m'excuse, je ne me rappelle plus lequel? C'est M. Asselin. M. Asselin, mais je vous cède la parole, M. Asselin. Merci. Merci, Mme Brien, pour votre question, votre commentaire. Alors, le critère du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques stipulait tel quel que les critères de rejet avant doivent être équivalents à ceux après. Okay. Le bassin de rétention, ce qui va en sortir, qui ne sortira pas plus avant qu'en sortait après, qui va en sortir après la construction. Autrement dit, les événements pluviaux et de cumuler à une fonte des neiges, etc., le bassin, lui, va stocker ce qui vient du projet, des rues, etc. Toute surface nouvellement créée et gérée par le bassin de rétention qui va laisser échapper, en fonction des événements pluviaux et du critère du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le débit, je vous parlais de la pinte de lait à la seconde, là, du 2,1 litres pour le critère d'un an 6 mois au bassin. Un événement de 2 ans, il va sortir un petit peu plus que ça, un 10 litres, 15 litres, 20 litres seconde. Alors ça s'en va doucement dans le ruisseau. On n'empire pas la situation, on retient l'eau, on gère l'eau. C'est la même situation, c'est le statu quo cette année ou l'an prochain ou la future, si ça se bâtit. Voilà. Parfait, merci. C'est juste parce que je ne me rappelais plus de ce petit bout de conversation. Parfait. Puis, juste pour une autre question que tantôt vous avez dit, puis je ne me souviens pas du nombre de mètres. Combien de mètres de bois pour ceux qui sont sur le coteau, là, qui va nécessairement être protégé? Vous avez dit 3 mètres. Est-ce que c'est pas 30 mètres? 30 mètres. 30 mètres. Merci. Donc, on va aller avec une question de Sopa. Bonjour, Sonia Paradis. Bonjour, Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je suis nouvellement résidente depuis 2016 là, sur la rue Claudia, donc une des rues affectées par le passage. Anciennement présidente du syndicat du 400 au condo de la gare à Deux-Montagnes. Donc, nous aussi, GBD nous en a fait arracher sur 2 dossiers débattus. Puis maintenant zonée environnementale. Mais je vis maintenant avec des enfants qui sont nés ici, dont un dans la maison qui est devenu la nôtre, qui marche régulièrement dans la forêt et qui s'inquiète pour les raies nettes et le ratio taxe destruction qu'ils en comprennent. Ils vous écoutent en ce moment, en passant. Comment je leur explique l'impact positif que ce projet apportera à leur génération? Et moi, en fait, madame, c'est ça. C'est moi je me promène avec mes petits-enfants. Ils habitent tout près, là, quand on se promène dans ce boisé-là, encore assez régulièrement. Et puis, ils me posent les mêmes questions, puis je lui dis qu'au final, on va être propriétaire. On va être propriétaire de ça. C'est ce qu'on veut, c'est être propriétaire de ça, de tout ce boisé-là. Et puis, présentement, ça ne l'est pas. Présentement, on pourrait avoir une interdiction de se promener là. Ça pourrait arriver. Hein? Mais pas le jour où on serait propriétaire. Je comprends. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, on a une question de Denise. Oui, bonsoir. Denise. OK. Peut-être un autre, Marie-Michel? Oui, je pèse sur le micro puis ça ne marche pas.
Juste préciser aussi que toutes les questions, on pourra les répondre aussi par courriel. Oui, oui, je suis présente. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. OK. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez estimé, le conseil municipal, la possibilité de refaire une deuxième évaluation environnementale, une deuxième étude environnementale, puisque celle que vous utilisez, celle que tout le monde semble vouloir utiliser ce soir, est une étude qui a été faite par le promoteur. Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, pouvoir utiliser une étude comparative en ayant une étude indépendante? Bon, tantôt aussi, je pense que ce que M. Boulet expliquait, bien, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y avait aussi à ce moment-là des représentants du ministère qui sont venus sur place pour faire le rapport en question. Là. À moins que je me trompe, M. Boulet, c'est tout ça que ça dit sur le rapport qu'on a vu tantôt là, du ministère de l'Environnement? Non, ben, en fait, il y a Horizon Multiressources qui a produit une étude là, pour le compte de GBD, de ce que je comprends dans le dossier, qui est une firme collective là, qui est à la chute, qui appartient à une coopérative de propriétaires de boisés privés, à 600 propriétaires de boisés privés. C'est sûr que avec les milieux naturels sont dynamiques, ils changent. Hein, donc, il y a des choses qui peuvent apparaître, disparaître, il y a des espèces exotiques qui peuvent prendre vraiment de l'ampleur. C'est pas une mauvaise chose de réactualiser certaines données par rapport aux boisés, mais le ministère de l'Environnement aussi suit le dossier. C'est lui qui donne ou pas certaines des autorisations. Il y a la ville aussi qui est à travers ça. Donc, c'est vraiment comme ça travaille, en environnement, on travaille comme des chiens de faïence un peu. Là. On est plusieurs qui travaillons ensemble, puis il y a un régime d'autorisation puis de vérification qui existe. Parfait, merci. Merci. Donc, c'est ce que je disais aussi tantôt à Mme Denise. Donc, non, mais on n'ira pas dans une deuxième. Le ministère de l'Environnement a donné également son accord. Ce n'est pas comme si le ministère, on est en attente du rapport du ministère de l'Environnement, on donnait l'accord au projet déjà en 2016. J'aurais une deuxième question, s'il vous plaît. Quand vous parlez du 32 de couverts forestiers à Saint-Joseph-du-Lac, est-ce que vous avez une évaluation différente pour la partie sud de la municipalité? Parce qu'on comprend qu'effectivement, Saint-Joseph-du-Lac, à cause des collines d'Oka et la partie nord de la municipalité est beaucoup plus boisée, mais la densification de la population est dans la partie sud. Et c'est là qu'il doit y avoir un couvert forestier important pour protéger contre les îlots de chaleur, contre les extrêmes climatiques qui s'en viennent, qui sont déjà commencés. Est-ce que vous avez une estimation du couvert forestier dans la partie au sud de la 640? En tout cas, moi, je ne l'ai pas avec moi ce soir, là, mais ce que je sais également, c'est que quand on parle de notre politique de l'arbre, bien justement, c'est dans ces endroits-là qu'on va mettre l'emphase là, sur la plantation d'arbres. Ça va être beaucoup plus dans tout ce qui est les zones urbaines que les zones rurales. C'est là qu'on va aller planter des arbres. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Oui. Donc, je suis Alexandre Dussault, là, conseiller responsable de comité environnement avec M. Marino. On travaille actuellement, donc, comme vous savez, là, on l'a bien stipulé sur la politique de l'arbre et de forestation urbaine. Et c'est d'ailleurs un des objectifs du comité, là, c'est de veiller à la réduction des îlots de chaleur. Donc, c'est certain que ce que Mme Proulx apporte présentement, c'est un des enjeux et c'est un aspect qu'on regarde avec le comité citoyen, parce que c'était une question tantôt qu'on a eue aussi. Le comité consultatif en environnement est un comité citoyen auprès duquel donc, plusieurs citoyens sont impliqués pour des mandats d'une durée de 2 ans. Donc, actuellement, on est à produire une politique de forestation urbaine. Merci. Merci. Donc, je vais donner la parole à M. Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci. Bien, moi, mes questions sont pas mal toutes répondues. Mais je pense, comme tout le monde, notre crainte, c'est vraiment que GBD déborde. Mais je suis quand même confiant que vous allez mettre tous les efforts. Puis ce serait fun peut-être d'avoir un petit conseil des citoyens qui pourrait aussi aider vos employés à faire sûr que M. Dumoulin ne déborde pas, comme on peut voir là, un peu partout.
Puis, En fait, oui, j'apprécie aussi oui, M. Jean-Paul, oui. Mais sauf qu'il faut comprendre, encore une fois, bon, les gens pourraient nous appeler, nous donner de l'information, mais ce qu'on ne voudrait pas non plus, c'est qu'il y ait plusieurs citoyens qui aillent marcher là où il va y avoir les travaux qui vont se faire, parce que c'est sur une terre privée et ils pourraient se faire expulser. Oui, non, ça, je suis 100% d'accord, mais en général, je suis 100% d'accord avec le projet. Je pense qu'on récupère quand même beaucoup de forêts, c'est ça qui est important, parce moi, je suis adossé là, sur la rue André. Le terrain de GBD est vraiment annexé au mien. J'apprécie de voir là, les efforts pareils là, de garder ça le plus naturel possible. Merci. Donc, ça me fait plaisir. Donc, on va travailler, nous aussi, là, on va travailler très, très fort pour arriver à ça. On va prendre encore, Mme Crevier, quelques questions. Puis je sais que peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais au final, on l'avait dit aussi l'autre fois, on l'aurait dit ce soir, au final, les gens pourraient nous écrire et on va répondre à toutes les questions. Exactement. Je vais réessayer, Mme Monge, puisque tantôt, ça ne fonctionnait pas. Audio. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ah, vous m'entendez? Oui. Bon, super. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Moi, Monsieur le maire, sincèrement, je trouve ça triste que vous êtes élu par les citoyens, donc vous êtes supposé être au service des citoyens et je veux pas, vous semblez faire la sourde oreille. Écoutez, moi, j'ai téléphoné, je ne veux pas vous agresser en disant ça, mais pas du tout. J'ai téléphoné, moi, à la CMM et je sais qu'ils sont prêts à payer, à débourser jusqu'à 2/3 du prix du terrain, de la valeur marchande. C'est énorme comme montant. Et je ne comprends pas que vous n'ayez pas, que vous ne soyez même pas intéressé à Non, ça. attendez, Mme Bon. Attendez, je comprends ce que vous dites. On a vérifié, nous aussi, avec les gens de la CMM, mais il y a une question, pas une question, mais j'ai apporté un point tantôt. En partant du principe que le GBD ne veut pas vendre son projet de construction, donc les plateaux, là, à ce moment-là, on parle d'expropriation. Et là, on n'est pas en contrôle de... Ça va finir à combien, tout ça, là? On n'est pas en contrôle de ça. Puis moi, oui, je comprends la problématique des gens comme vous qui êtes collés sur le projet. Je compatis avec vous. Je peux comprendre que vous ayez des craintes et que vous soyez déçus. Vous pouvez être déçus de moi aussi, je comprends ça. Mais je le disais tantôt, on n'a pas demandé ça, le changement de zonage des terres. On vit avec ça, on compose avec ça. On veut s'assurer qu'au final, on va faire un gain important au point de vue environnemental, qu'on va devenir propriétaire de ça. Puis oui, on a été élus pour prendre des décisions, puis être élu pour prendre des décisions, ça plaît à des gens, ça déplaît à d'autres. Mais avec Mme Damour, tantôt, elle en parlait, elle a déjà été conseillère avec nous. Quand on prend une décision, on ne la prend pas juste pour un groupe de citoyens comme présentement, on prend toutes nos décisions pour l'ensemble de la communauté. OK, mais Monsieur le maire, je vous arrête parce que là, vous allez me couper dans le temps. Ah, ben, tabarnouche. Mais c'est parce que Mme Monge, exemple, là, si vous avez mis une pétition en place, quoi que ce soit, je comprends tout ça. J'ai vu ce que vous avez partagé. Il y a eu aussi beaucoup de désinformation qui a été faite. Je ne vous critique pas quand je dis ça, il y a eu plein de désinformation. Que les gens parlaient que le bruit, les gens parlaient que l'eau de ruissellement va descendre. C'est pour ça que ce soir, on a des experts avec nous qui viennent dire exactement à la population de quoi il y en est exactement. Fait que je m'excuse, je comprends encore une fois qu'il y a des gens qui vont être déçus, mais on n'est pas là pour prendre des décisions pour être populaire, on prend des décisions pour le mieux de la communauté. On va y aller avec une dernière question de S. Martin. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, Stéphane Martin de la rue Caron. Oui, monsieur Ça fait Martin. longtemps que je suis ici. J'ai deux petites questions. La Allez-y. première,
GDB disait qu'il allait céder une partie des terrains. Si j'ai bien compris, c'est entre le plateau 2 et le plateau 3. Est-ce que c'est cette zone-là qui était pour être... En fait, c'est surtout sur les 3 plateaux. C'est sur les 3 plateaux, il y a une partie, si je ne me trompe pas, là, je pense que même sur le plateau 1, là, il y a une partie, c'est beaucoup plus sur le 2 et le 3, là, mais les 2 millions de pieds carrés résiduels, il y en a-tu un petit peu sur le plateau 1? Il y en a sur les 3 plateaux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Oui, on le voit si on venait peut-être sur le plan du départ. Il faudrait le regarder si vous voulez. Là. Mais oui, donc, partie résiduelle, il y en a sur les 3 plateaux. OK. Parce que pour les sentiers, évidemment, c'est les zones où il y a les ruisseaux. Là, ça va être un petit peu plus compliqué d'aménager des sentiers dans ces zones-là. Là. Bien, attendez, les sentiers sont déjà là. Il y en a, là. Premièrement, quand c'était la terre agricole, je me rappelle, on voyait de l'autoroute 640 les endroits auxquels le tracteur descendait puis remontait sur les plateaux de un à l'autre. Là, présentement, c'est certain que dans les projets de construction, ça ne pouvait pas se promener d'un plateau à l'autre. C'est pour ça que chacun a sa sortie, soit à côté de l'entrée de l'autoroute. Plateau 2, on sait où ça sort, et le plateau 3. Et puis... donc, c'est comme ça. C'est pour ça que, oui, il y a du 2 millions de pieds carrés sur les 3 plateaux. Puis ça, c'est une proposition. C'est pas contractuel. Là. Est-ce que ça se pourrait que ça ne se réalise même pas ou c'est certain que ça se réalise? Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis encore convaincu qu'on va y arriver. Je suis convaincu qu'on va y arriver. En fait, je souhaite sincèrement qu'on y arrive de gré à gré, mais au final, on s'enligne pour être propriétaire de cette terre-là. OK, mais on n'a pas de certitude. Puis ma dernière question, c'est il va y avoir beaucoup de véhicules lourds qui vont circuler là, lors du déboisement puis de la construction. Oui. Je m'inquiète un peu pour le nouveau pavage de la rue Caron, dont on est très, très fiers que ça faisait bien longtemps qu'on l'attendait. J'espère qu'il ne sera pas trop abîmé avec cette circulation lourde-là. On va surveiller ça de proche, à savoir aussi, on va dans le protocole d'entente qu'on va mettre avec le promoteur, il y a tout le temps un trajet à respecter. Là. On l'avait fait pour le plateau 2, on va le faire pour le plateau 3 également. Donc, les camionneurs doivent tout le temps passer par le même tracé, finalement, plutôt que de les laisser partir dans tous les sens. OK. Mais il y a quand même un petit risque d'endommagement. J'en doute pas. Je ne dirais pas le contraire, monsieur. Je ne dirais pas le contraire. Je ne dirais pas qu'au final, il n'y aura pas un peu d'eau down, pas de dos down, mais des nids de poules à réparer là, sur la rue. OK. Merci. Oui. Peut-être juste pour finir, là, j'espère que vous allez surveiller comme il faut parce que s'il coupe aussi vite qu'il a coupé le petit bout de forêt à côté du poste de pompier à Sainte-Marthe, là, ça va aller très, très vite, la vitesse qu'il va couper. Oui, je suis convaincu que ça va venir à ses oreilles, ce que vous dites là également, là, puis tout ça. Puis je ne m'attends pas que... Nous, à date, à Saint-Joseph-du-Lac, on va parler pour nous, là, c'est pas arrivé avec Gestion Benoît Dumoulin. Fait qu'on continue je ne dis pas qu'il le fait pour se venger ailleurs, là, pas de ça. Moi, je ne me mêle pas de ce qui se passe à Sainte-Marthe, mais à Saint-Joseph-du-Lac, ça se passe bien avec lui et je suis convaincu que ça va encore bien se passer. Donc, écoutez, je redis ce que je disais tantôt là, pour les questions. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire directement. Marie-Michel, c'est l'endroit idéal, c'est quoi? C'est directement sur le site de la Ville, par courriel? Soit sur le site à l'adresse info@sjdl.qc.ca ou sinon, ça peut être à l'adresse communication au singulier @sjdl.qc.ca ou nos plateformes de réseaux sociaux, soit la page Facebook de la municipalité. Parfait, merci. On va s'assurer de relayer le tout. On est désolé qu'on n'a pas pu prendre tout le monde, mais quand même répondu à la majorité des questions. Oui. Donc, moi, comme mot de la fin, je dis merci. Merci à toutes vous autres qui étiez là. Merci aux élus. Merci à tous nos consultants, les spécialistes. Merci à toi, Sylvie. Merci à M. Cadrin. Et je redis encore ce que je disais tantôt. C'est un choix d'être un élu. Ça ne nous est pas imposé. On fait ça par choix, par conviction.
C'est pas toujours facile. On le sait, comme je disais tantôt, il y a des décisions, ça plaît, ça déplaît. Mais une chose est certaine, par contre, on les prend tout le temps dans le milieu de la communauté, en toute transparence, puis on est à l'aise là-dedans. Je me sens pas comme étant quelqu'un qui fait des choses malhonnêtes, loin de là. Et puis c'est pareil avec tous les membres de mon conseil. Fait que sur ça, je vous dis bonsoir à tout le monde. Puis la prochaine date qu'on va faire comme soirée de consultation, je ne peux pas vous la donner, mais c'est le jour où on va être propriétaire de tout ce boisé-là, auquel on serait avec M. Goulet, live, en train de parler de comment on va procéder. Fait que sur ce, continuez de rêver comme moi, parce que moi, j'y crois, continuez d'y croire.